dans 10 secondes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 16h à Montréal, 20h, 21h à Rabat, 22h à Bruxelles. Bienvenue à ce nouveau direct sur Registre Info. Le gauche, le visage, nous parlons de globalisation, développement, un nouveau contexte, de nouveaux enjeux et autant de nouveaux défis à relever. Tout le monde est concerné, notamment ceux qui portent en eux cette vie, parfois ce fardeau, qui est la double culture et cette double appartenance. Ils sont entre 5 millions de Palestiniens. Nous avons interprété sur tel ou tel dossier, sur tel ou tel problématique. Par le 2 sur Registre Info, nous cherchons à les écouter afin d'apporter des éléments de réponse, fournir des clés de réflexion sur des sujets qui nous touchent, les Marocains, en français, les Marocains d'Europe ce soir. Nous sommes les invités de nos compatriotes au Canada. De donner la parole aux invités, de les présenter. Et le peuple libanais, l'explosion de l'engagement, moi j'étais le professeur de sociologie. Bonsoir Selma. Bonsoir Sylvia, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui sur la plateforme LGIS Info. Ismaël Harakat, c'est directeur de publication Espace Énereux. Bonsoir Ismaël. Bonsoir Sylvain. Quel temps il fait à Montréal? 37 Alors degrés. Selma, vous êtes en extérieur. Il fait un temps magnifique. Un beau 37 degrés, on bronze presque. Très bien. Alors, nous devions avoir avec nous Madame Nada Boumftah, une jeune avocate de Montréal, mais malheureusement, elle est toujours à la cour et elle nous présente ses excuses de ne pas pouvoir être en direct avec nous. Alors, nous allons commencer par présenter un peu la communauté marocaine du Canada. Je sais que, Ismaël, vous nous avez préparé quelques données, quelques chiffres, quelques statistiques. À vous la parole. Merci Mustafa. Alors, bon, on peut parler d'une vague migratoire qui est somme toute assez récente. Alors, les premiers pas de cette immigration, c'est-à-dire les précurseurs de l'immigration marocaine au Québec et au Canada, ce sont nos compatriotes juifs, donc qui, ma foi, on peut dire dès la fin des années 1950 et surtout dans les années 1960, qu'ils ont commencé à s'intéresser au Canada en tant que destination, en tant que choix de vie, tout simplement. Alors, à partir de l'exposition universelle de Montréal de 1967, il y a eu quelques Marocains qui ont fait le choix de s'installer au Québec. Donc, dans ce contexte, donc, le Canada présentait une grande inconnue à l'époque. Rares étaient les Marocains qui considéraient le Canada comme un choix ou une destination de prédilection. Il y a eu quelques dizaines de Marocains qui ont eu à travailler dans le cadre de l'exposition universelle de Montréal et à partir de là, ils ont décidé de s'installer pour de bon. Mais, Mustafa, ce n'est qu'à partir du tout début des années 1980 que l'on a commencé à parler réellement de vagues migratoires soutenues. Elle a été incarnée dès le début des années 1980 par les étudiants marocains. Les étudiants marocains, ils ont bénéficié à cette époque d'une sorte d'exemption, plutôt d'un traitement préférentiel accordé aux étudiants francophones.
donc sous le gouvernement donc, du Parti québécois à l'époque, il a été décidé donc de loger les étudiants d'un certain nombre de pays francophones à la même enseigne que les étudiants québécois. Et lorsqu'on nous sommes au Canada, Mustafa, le Québec, c'est le Québec, le Canada, c'est le Canada. Donc, il y a le traitement réservé au Québec, puis au Canada, puis aux étudiants étrangers, parce que Québec, c'est un peu différent. Alors donc, tout ça pour dire, à partir de là, il y a eu un chiffre qui a aussi entre 3000 et 3500 étudiants qui ont pu bénéficier de ces mesures d'exemption mises en place par le gouvernement québécois. Et donc, à partir de là, on a commencé à s'intéresser au Québec. Cependant, à l'époque, il n'y avait pas quelque chose qu'on s'appelle une véritable politique d'immigration basée sur ce que l'on pourrait qualifier d'immigration choisie. Donc, ce n'est qu'à partir de la fin des années 1980, si ma mémoire est bonne, que le gouvernement… Si Ismaël nous a donné le départ de cette immigration vers le Canada, donc cette immigration s'est développée par la suite et contrairement à l'Europe qui a commencé par recevoir des ouvriers, donc le Canada a commencé pratiquement par recevoir des intellectuels. Monsieur Smaïl, effectivement, a brossé un cadre historique du flux migratoire et j'atteste qu'il y a deux compétences. Il y a la compétence provinciale et la compétence fédérale qui travaillent en étroite collaboration pour, bien sûr, le bien de l'immigré. Je souligne aussi que même la loi de l'immigration est fondée, basée sur plusieurs objectifs, y compris combattre la dénatalité au Québec, au Canada, de façon générale, aussi pour le développement et la croissance économique, donc plusieurs objectifs. Donc la loi est basée sur des objectifs. Voilà, donc cela engendre des difficultés aussi, parce que lorsqu'on parle de l'immigration, c'est un événement où les raisons sont très diversifiées. Donc, et moi, j'aime beaucoup une citation de Mikhail Bakhtin qui dit c'est une expérience émotionnelle de l'espace dans le temps. Donc, c'est très beau. L'immigration, on peut la voir comme ça. Parce qu'on va parler du chronotype. Oui, pardon. Alors, Madame Selma Regragui, après ce tableau brossé sur l'histoire de l'immigration marocaine au Canada, cette immigration se poursuit d'ailleurs. Je pense que, à exception faite de cette année et de l'année d'avant, le nombre de Marocains continue à grossir. Mais pourquoi cette immigration a récupéré, contrairement à l'Europe, je dirais, une élite marocaine? Effectivement, alors moi, je peux parler un petit peu de la statistiquement peut-être aussi, d'une vague d'immigration récente d'il y a une décennie, dont j'ai fait partie. Nous sommes arrivés, ma famille et moi, en 2010, et effectivement, j'ai trouvé une communauté déjà installée, déjà impliquée dans des volets très importants, surtout au Québec, parce que j'y suis installée, aussi au Canada globalement, installée de façon assez sérieuse et assez… la communauté marocaine est assez impliquée dans les volets économiques, sociopolitiques, hein, ce qui est très, très bizarre hein, pour l'Amérique du Nord et pour la culture hein, qu'on ramène avec nous, une culture de scepticisme politique, etc., etc. Mais j'ai trouvé quand même de l'implication assez importante. Alors, pour répondre à votre question, je dirais pourquoi le Canada a récupéré une diaspora intellectuelle? Parce que je dirais que la configuration structurelle du Canada est bâtie sur le fait que les gens qui doivent y vivre, eh ben, ce sont des gens qui sont d'un certain niveau pour comprendre justement les lois, pour y adhérer, pour respecter l'environnement, pour respecter le civisme qui y règne. Et nous avons remarqué que M. Smaïl et Mme Fawzi vont être d'accord avec moi,
depuis que nous sommes arrivés, il n'y a que des intellectuels, machallah, il n'y a que des gens qualifiés qui sont venus du Maroc, bien sûr qualifiés. J'ouvrirai une petite parenthèse, malgré la qualification, la reconnaissance des diplômes ne se fait pas facilement. Il y a toujours de la reconversion, bien sûr, professionnelle, mais nous arrivons à survivre, hein, à survivre parce que nous sommes heureusement munis de ces valeurs, de ces principes et cette belle culture marocaine qui est un petit peu passe-partout. Sim Stafa, est-ce que je peux ouvrir une petite parenthèse, si vous permettez? Oui, tout à fait, tout à fait. Je vais vous donner la parole, mais pour rebondir à ce que vient de dire Madame Selma, j'ai aussi mon dernier diplôme est canadien de l'université de l'UQAM, et je peux vous dire que ça fait 2 ans que je bataille en Belgique pour le valider, pour avoir une équivalence. Regardez, c'est mon université. Je ne suis pas encore arrivé. Donc, c'est donc, j'aimerais juste apporter une petite précision qui me paraît un peu, qui me paraît quand même assez importante. C'est-à-dire qu'en matière d'immigration, il y en a pour tous les goûts. J'aimerais juste ajouter, apporter une petite parenthèse. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour indiquer que moi, ma fonction, en dehors du site, qui reste quand même quelque chose d'assez… C'est une passion, c'est une passion qu'on traîne à vie. Une fois qu'on est journaliste, on l'est pour la vie. Mais parallèlement, en fait, je suis conseiller du chef d'un parti fédéral canadien. Il n'y en a que 4 en tout et pour tout. Donc, je suis conseiller du chef d'un parti fédéral canadien. Et parmi mes attributions, les attributions dont j'ai hérité, figure la question de l'immigration. C'est-à-dire que la mission dont j'ai hérité m'expose, disons, à la réalité de l'immigration fédérale au quotidien. Je reçois dans mon bureau pratiquement quotidiennement des personnes issues de tous les horizons, de toutes les origines. Et donc, je peux vous dire que j'en connais un rayon. Alors, pourquoi quand je vous ai dit qu'il y en a pour tous les goûts? Alors, nous avons d'une part l'immigration choisie à laquelle mes collègues et moi-même, nous avons fait référence tout à l'heure, mais il y a aussi ce qu'on appelle un programme spécial baptisé le PTAS, le programme des travailleurs saisonniers, donc qui viennent au Canada. Donc, il y a 11 pays qui sont concernés, le Mexique plus 10 pays des Caraïbes, c'est-à-dire des pays, ma foi, que l'on aurait bien des difficultés à situer sur une carte, Saint-Kitts et Nevis, Barbuda, les Bahamas, etc., etc. Donc, moi, personnellement, je travaille sur ce dossier pour vous dire que oui, il existe un programme comparable aux standards européens portant sur la main-d'œuvre saisonnière étrangère, le PTAS, sur lequel moi-même je suis en train de travailler pour essayer de faire en sorte que d'autres pays francophones soient concernés. Mais globalement, comme l'ont dit Fayrouz et Madame Selma, donc, effectivement, nous parlons d'une immigration choisie, car le Canada a préféré accorder une importance cruciale à des secteurs stratégiques où il y a un besoin en main-d'œuvre qualifiée. Un besoin en main-d'œuvre qualifiée que les universités canadiennes ne parviennent pas à pourvoir. Alors, c'est à partir de là que le choix stratégique s'est fait dans le milieu des années 1980 de se lancer dans la politique de l'immigration choisie. C'est ainsi que ça a commencé. Ce qui n'exclut pas d'autres programmes destinés à une main-d'œuvre saisonnière, mais là, seuls 11 pays sont concernés pour le moment. Et je complète, Monsieur Mustafa, par l'UMT, l'étude d'impact du marché d'emploi aussi, de travail. Il y a le programme pilote qui vise que, voilà, on a un employeur qui a un besoin à combler. Donc, on peut recruter des employeurs de l'extérieur, des employés d'extérieur, mais toujours, on donne l'importance plus aux Québécois, c'est-à-dire natifs. Donc, ça, c'est un programme aussi parmi d'autres. Parce que, comme j'ai souligné tout à l'heure, la loi de l'immigration fonctionne par des objectifs. Et le premier objectif basé sur l'économie, répondre aux besoins de la main-d'œuvre. Très bien, c'est très clair tout ça. Alors, est-ce que l'immigration canadienne a quelque peu profiter, bénéficier de l'expérience de l'immigration en Europe? Madame Selma. Bonne question. Je dirais oui et non, mais on ne peut pas comparer dans le fond. C'est vraiment pas très comparable. Hein. Le besoin en immigration par rapport à l'Europe, on connaît tous l'histoire. Hein. C'est vraiment des ouvriers qu'on a ramenés, etc., en Europe. Mais là,
l'immigration au Canada est encore plus difficile. C'est un choix qui est très, très, très difficile par rapport je dirais, au premier requérant. Parce que, bien sûr, Sismaïl va peut-être éclaircir un petit peu ce point. Il y a le requérant et il y a le regroupement familial qu'on peut faire par rapport à sa femme, ses enfants, son oncle, etc. Bon, il y a des restrictions par rapport à ça, mais le premier requérant doit avoir une certaine diplomation assez importante, doit avoir un profil bien défini. L'immigration en Europe, elle s'est faite à un moment où l'Europe avait besoin de la main-d'œuvre. Mais le Canada, lorsque les portes ont été ouvertes, le Canada n'avait pas besoin de main-d'œuvre. Le Canada, les infrastructures canadiennes existaient déjà. Et comme a dit Sismaïl, l'immigration première, elle a été faite pour des raisons estudiantines, par excellence. Les gens qui sont ici établis depuis 45 ans, 30 ans, 25 ans ou même 15 ans, c'est des gens qui sont venus pour des études. Il y a aussi une génération qui vient de s'installer aussi pour des études. Mais comme je vous ai dit, c'est totalement différent. Les besoins ne sont pas égaux. Les besoins de l'Europe en matière d'immigration ne sont pas comme les besoins en matière d'immigration ici au Canada. Sismaïl, je pense qu'il travaille aussi sur ce dossier-là de tout ce qui est regroupement familial et tout ça, ce qui a fait un petit peu chavirer le navire par rapport à l'immigration première, qui est l'immigration d'une certaine diaspora bien définie. Avec le regroupement familial, nous recevons un petit peu des profils qui ne sont pas à 100% adéquats, je dirais, à la vie canadienne, parce que franchement, pour venir ici, pour immigrer au Canada, il faut avoir un cœur assez solide, des nerfs très solides. Il faut y aller à l'aventure. Hein. Comme vous le savez, nous sommes pendant 9 mois, nous vivons des conditions atmosphériques assez difficiles. L'intégration au niveau du travail, au niveau entrepreneurial, dont je connais un volet assez large, je dirais qu'elle est extrêmement difficile. Les profils ne sont pas seulement dans un cadre estudiantin, mais aussi dans un cadre entrepreneurial. Donc, le Marocain, quand il vient ici, c'est pas pour faire des petits jobs, comme ils disent ici, entre guillemets, mais c'est pour améliorer sa situation peut-être, car il le mérite bien. Des profils assez intéressants doivent avoir une vie assez intéressante ici. Juste, j'ai un éclairage. Oui, Madame Fayrouz. Concernant l'immigration en Europe, là, avant, on parlait du corps labeur, de l'homme valise. Même les perceptions d'ordre sociologique, la représentation de l'immigré a changé. Là, on parle de la personne compétente qui a des objectifs. Madame Salmaoui, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'immigration ici ne cible pas seulement pour combler des postes de main-d'œuvre, mais aussi le regroupement familial. Mais ça reste des catégories, des types visés par la politique migratoire canadienne. On a des résidents permanents, on a des étudiants étrangers, nous avons des réfugiés, des demandeurs d'asile. Donc, les catégories sont différentes, mais le besoin, comme je viens de dire, combattre la dénatalité, c'est très important. Ça s'inscrit dans le 3e article de la loi 2019 et la croissance économique. Donc, aussi des besoins culturels, etc. Donc, juste un petit éclairage. Très bien. Alors, si Smaïl, aujourd'hui en Europe, nous avons des maires d'origine marocaine, notamment Sebou Talba à Rotterdam, qui est maire depuis pratiquement maintenant son 3e mandat, donc presque 12 ans. En Belgique, nous avons des présidents de parlement, nous avons des gens qui sont arrivés à des positions, à des postes de pouvoir. Est-ce que, au niveau de la communauté marocaine ou du Canada, vous commencez à vous intéresser un peu à la politique? Vous-même, vous faites partie d'un cabinet important. Est-ce que cette envie de faire de la politique vous a contaminé aussi? C'est-à-dire que j'aimerais apporter une petite précision parce que l'aspect que vous venez de soulever, Sim Mustafa, il est crucial. Car il faut reconnaître
il faut reconnaître qu'il y a à peine, je dirais, juste avant le contexte de 2012-2013, avant les élections provinciales qui ont conduit au pouvoir un gouvernement qui a été décrié par les communautés immigrantes parce qu'il était porteur d'une loi sur le, on appelle ça, c'était, bref, une loi qui était jugée assez discriminatoire, car elle faisait la part belle aux Québécois dits de souche, etc. Donc on ne va pas tous les records en termes d'abstention, c'est-à-dire qu'elle ne votait pas tout simplement, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle était réputée pour une sorte de désintérêt, son désintérêt, sa désaffection vis-à-vis de la chose politique. Alors, à partir, depuis quand même, je dirais, 5-6 ans, il y a un regain d'intérêt marqué, donc traduit par un taux de participation qui est quand même de plus en plus important. L'un des éléments majeurs qui ont encouragé, qui ont stimulé cet intérêt, figure l'accès, ou plutôt l'élection, d'un certain nombre de nos compatriotes, donc tout parti au niveau des deux paliers du gouvernement, c'est-à-dire enfin les deux paliers du pouvoir, le palier municipal et le palier provincial pour le moment. Je cite Semonsef Daraji, député provincial de Néligan. Abdelhak Sari, donc je cite également Marwa Rizqi, c'est une Marocaine du Québec, donc née au Québec, de parents marocains, marocaine de la diaspora, nous parlons déjà de la deuxième et même de la troisième génération dans de rares cas, Sim Stafa. Donc nous avons Marwa Rizqi, députée provinciale pour le compte du Parti libéral. Nous avons 2 conseillers municipaux à l'échelle de Montréal, Abdelhak Sari, un ami à nous 3, je présume, et c'est Younes Boukalla, un autre élu municipal qui fait partie donc du groupe de la mairesse actuelle de la ville de Montréal, Madame Valérie Plante. Alors, tout ça pour dire que le fait que des Marocains aient pu accéder à une échelle plus modeste, je suis quand même au cabinet de l'ancien chef d'un parti fédéral canadien, alors je pense que ce concours de circonstances, ce regain d'intérêt, cette implication marocaine, le fait qu'ils aient pu accéder, qu'ils aient pu se faire élire dans un contexte qui est loin d'être évident, parce que le chemin n'est jamais parsemé de roses, a drainé un intérêt conséquent de la part de la diaspora qui, de fait, vote de plus en plus. Alors, on va entamer peut-être un autre volet qui est un peu les relations entre la communauté marocaine. Avant de commencer le direct, j'ai vu que vous vous connaissiez très bien, qu'il y a une certaine amitié entre vous. Est-ce qu'on peut dire que la communauté marocaine est solidaire au Canada? Alors, qui veut répondre à cette question? Je ne veux pas m'y aventurer. Voilà, personne ne veut répondre à cette question. J'ai l'impression qu'on est en train de jouer aux échecs et vous m'avez mis voilà. Échecs et maths. Très bonne question. Est-ce que la communauté marocaine au Canada est solidaire? Je dirais oui et je dirais non. Je dirais oui parce que lorsque il y a des appels à l'aide, au secours, il y a des problèmes, il y a une famille qui souffre de quelque chose, il y a une personne qui a des difficultés à joindre les deux bouts, lorsqu'il y a un décès, etc. Oui, nous sommes solidaires. Mais lorsqu'il s'agit d'applaudir la réussite des uns et des autres, là, il y a un petit bémol. Ça, c'est génétiquement génétiquement, ça, c'est génétiquement marocain, ça. Merci de le souligner. Si Harakat a parlé de l'implication politique parce que les gens, ils ont quand même pris conscience que comme quoi il faut s'impliquer, il faut commencer à voter, arrêter de vous abstenir, etc., etc. Mais il y a beaucoup d'ingrédients qui manquent à cette intégration que l'on pourrait qualifier d'intégration intelligente. Pourquoi j'ai dit qu'on n'applaudissait pas les réussites des uns et des autres? Parce qu'on veut toujours être celui par lequel le succès est arrivé, celui par lequel la belle initiative est arrivée. Et ça, juste cette façon de penser est extrêmement dangereuse pour la communauté parce qu'elle la divise en plusieurs parties et ça nous affaiblit. Ça nous affaiblit énormément et ça crée autour de nous, je ne dirais pas un manque de respect, mais un manque de considération et de confiance peut-être. Et moins de force, certainement. Et moins, exactement, parce que si on était tous unis, une seule main, une seule parole, une seule façon de faire les choses et de voir les choses,
peut-être que nous ne souffrirons pas du racisme systémique, hein, par rapport au fait d'accéder à des postes de décision. Si on trouve un Marocain dans un poste de décision, ça veut dire qu'il s'est battu et c'est à l'huile de coude qu'il a accédé à cela, qui s'est peut-être détaché de la communauté pour y arriver. Je dis la vérité, rien que la vérité. L'implication est bonne, l'implication est belle, l'implication est altruiste et généreuse, mais il reste un bon bout de chemin à faire. Et on a confiance en notre relève, parce que notre relève, elle est solidaire, elle ne souffre de rien du tout, elle n'a pas de complexe, ni de supériorité, ni d'infériorité d'ailleurs. Mais je pense que secrètement, nos deux invités, docteur Harakat et docteur Fawzi, sont d'accord avec moi. Il faut juste. On voit les exemples. Moi, je trouve qu'il faut applaudir et saluer les efforts effectués par les associations comme l'association, en fait, l'organisme de Madame Salma Regragui. Notre expérience Espace Émereux avec mon ami Ismail Harakat. En fait, j'étais l'éditorialiste du site web, du journal électronique. Et puis, nous avons traité plusieurs thématiques liées aux facteurs d'intégration linguistique, économique, les obstacles, les défis à relever. Moi, j'ai fondé dernièrement, avec toute une panoplie de chercheurs, un institut de recherche sur l'immigration et l'interculturalité, dans le sens où transférer le savoir au Maroc, aux pays africains, aux pays arabes, c'est-à-dire échange de savoir. Et deuxièmement, c'est comme un prestataire de services immatériels. On fait des séminaires, des formations, des colloques et on fait des débats aussi pour discuter les problèmes vécus par les femmes, par exemple, les enfants, les familles. Et ça, c'est un volet très important à évoquer. Nous avons effectué une recherche récemment, c'était sur l'isolement de la femme maghrébine, et nous avons décelé un trio blocage qui affecte l'intégration économique de la femme, ça veut dire son accès à l'emploi, parce qu'on ne peut pas parler d'intégration sans interaction. La femme qui ne maîtrise pas la langue de la société d'accueil, et la langue c'est tout un pouvoir, donc il ne peut pas travailler, il peut pas. Donc il y a plusieurs choses à traiter, à ajuster. Et là, le rôle d'un acteur politique aussi, comme Monsef Draji, et ça c'est un message à eux aussi, comme à Thabsari, donc des gens qui sont proches de la place de la décision, des instances décisionnelles. Et quand même, ils doivent mettre un éclairage sur les problèmes vécus par la communauté marocaine afin de ne pas créer des ghettos. Parce que le problème fondamental, c'est la ghettoisation. On le voit, il faut vraiment parler de ce problème-là qui entrave notre cohabitation sociale entre nous, en tant que communauté marocaine, et l'autre communauté maghrébine, l'autre communauté africaine, italienne, etc., afin de créer un certain métissage ou un dialogue. Alors, Ismaël, ce que j'entends me laisse penser que les problématiques au Canada sont pratiquement les mêmes que par rapport aux maux dont souffre la communauté marocaine en Europe. Donc, problème d'intégration, problème de racisme, problème de division au sein de la communauté. Alors, qu'est-ce qui vous différencie de l'Europe si vous avez pratiquement les mêmes problèmes? C'est-à-dire que je n'irai pas jusqu'à comparer la réalité de la communauté marocaine du Québec et du Canada avec celle qui prévaut en Europe, pour la simple et bonne raison que quand même nous parlons ici d'un contexte totalement différent. La réalité nord-américaine a toujours fait la part belle à l'immigration, donc parce qu'ils partent du principe, les Américains et les Canadiens et les Québécois, que tout le monde vient d'ailleurs. Et à partir de là, tout le monde a droit à sa première chance. Donc, honnêtement, c'est une culture qui est un peu méconnue en Europe et plus particulièrement dans un certain nombre de pays. Et je pense que vous reconnaissez un peu la réalité européenne, autant que moi, Simsta. Alors qu'ici, les gens partent du principe que toute personne est de bonne foi jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire, j'accorde la première chance, mais vous avez intérêt à ce que vous la saisissiez
Sinon, là, vous auriez des difficultés à gravir les échelons de manière adéquate. Alors donc, honnêtement, je suis allergique à l'idée que l'on parle de racisme. Racisme, c'est-à-dire transposer la réalité européenne à l'échelle du Québec et du Canada, je n'y crois pas beaucoup. Il y a de la discrimination, disons-le ainsi, il y a des imbéciles qui font un peu du profilage qu'on pourrait qualifier de crime du faciès, c'est-à-dire vous jugez en fonction de la couleur de votre peau ou en fonction de votre nom de famille. C'est vrai, mais je n'irai pas jusqu'à généraliser. Et je dirais même, malheureusement, c'est ici, dans la province du Québec, où l'on relève davantage cette réalité, mais ça reste quand même assez limité. Mais dès qu'on quitte un peu le Québec, on peut dire que de manière globale, il y a cette culture consistant à accorder la première chance à tout nouvel arrivant. Mais même au Québec, nous sommes très loin des standards, disons par exemple, de certains milieux français, de certains milieux belges, de certains milieux néerlandais, de certains milieux, je ne sais pas, donc de certains milieux même espagnols. Ça commence à changer avec l'émergence d'une classe politique qui était totalement étrangère dans le paysage. Donc tout ça pour dire que quand même ici c'est une réalité totalement différente. Déjà le niveau de la communauté marocaine la prédispose à à s'intégrer beaucoup plus facilement qu'on pourrait le faire, mettons nos compatriotes en Europe. Alors maintenant, parlons de vos relations avec le Maroc. Une question aux trois invités avec des réponses un peu rapides. Que représente le Maroc pour vous, Madame Fayrouz? Beaucoup de choses. Le Maroc, c'est ma référence, c'est mon pays natal, c'est ma mère, et Montréal est ma maîtresse. J'aime ça. Un peu d'anecdote. Donc, le Maroc, je vois comme nous avons un devoir immense à faire envers notre pays natal. Et c'est ainsi que nous avons pensé à cet institut ICR2I afin de créer une passerelle entre les deux rives. Un petit peu faire le transfert de savoir, transposer le miroir du Maroc ici. Donc, c'est ça. Donc, c'est... Pour voilà. dire Madame Selma, c'est difficile. Le Maroc, je dirais le Maroc. Le Maroc, c'est c'est le sang qui coule dans mes veines, c'est mes pensées, hein, mes pensées au quotidien. C'est aussi, je dirais, c'est moi, hein, c'est Selma Regragui. Le Maroc, c'est moi. Et je le dis toujours, je représente le Maroc à chaque geste que je fais au quotidien ici au Canada. En respectant l'autre, je leur dis, voilà, je suis d'origine marocaine. En étant bien intégrée, que ce soit au niveau entrepreneurial, que ce soit au niveau médiatique, je dis, hey, je suis marocaine. Le Maroc est une fierté. Le Maroc doit être bien compris par son peuple, d'abord. Nous sommes tous des ambassadeurs du Maroc. Nous sommes tous des représentants de ce beau pays on va pas pleurer. On va pas pleurer. Mais le Maroc nous manque. Je vais le dire, franchement, le Maroc nous manque. Alors, Sismaël, est-ce que ce pont que j'ai l'impression que vous tentez d'établir avec le Maroc, est-ce que ce pont, vous arrivez à le réaliser malgré les 8000 kilomètres qui séparent le Maroc du Canada? C'est-à-dire que forcément, parce que la marocanité, elle se traduit par la façon dont nous vivons. Dès que nous quittons nos bureaux, chez nous, nous vivons à la marocaine. Nous sommes marocains. Oui. C'est-à-dire, il nous faut le thé à la menthe, il nous faut, je ne sais pas moi, il nous faut le salon marocain, il nous faut donc quelques petites victuailles qui fleurent bon le terroir marocain. Donc, ce sont des petits détails de la vie et de la musique. La musique andalouse pour les uns, ça peut être maïta pour les autres, peu importe. Mais chose certaine, c'est que donc le Maroc, il est un peu ancré dans notre quotidien en permanence. Donc, j'aimerais juste vous dire que toutes nos actions qui se situent en dehors du cadre professionnel sont orientées vers le Maroc.
Et d'ailleurs, ici, donc je vous remercie de nous avoir réunis avec Selma et Madame Férouz. Donc, parce que nous avons eu juste pour donner un petit exemple parmi tant d'autres, avec Selma, nous avons initié une association Trait d'Union et nous avons organisé plusieurs actions, des conférences, nous avons organisé Couscous pour tous, c'était du bénévolat pur et simple, c'est-à-dire nous avons eu écoutez, c'était le fruit d'une initiative, comment dirais-je, d'une volonté collective d'un groupe de 6, 7, 8 membres de notre association et nous avons organisé dans ce sens des actions visant à promouvoir l'image du Maroc à travers des conférences, à travers le couscous et sa portée symbolique, etc., à travers des rencontres avec Dr. Fenish, avec Steven Saïd, etc. Dans le cadre d'Espace MRE, ben écoutez, j'ai eu le plaisir de compter, comment dirais-je, plusieurs plumes d'élite, notamment Dr. Adil Slaoui, qui vient de décéder pas plus tard qu'avant-hier, si ma mémoire est bonne. Il m'a honoré de figurer parmi mes collaborateurs la version arabe d'Espace MRE. Donc, et à cette occasion, je présente mes sincères condoléances à sa famille. Alors, tout ça pour vous dire, nos actions, dès qu'on quitte le cadre professionnel à proprement parler, donc on peut dire que c'est le Maroc. On quitte notre travail, c'est le Maroc. Que ce soit. Donc, écoutez, j'aimerais vous donner quand même un autre cas, on ne peut plus concret. J'ai eu le privilège, il y a 3 ans, d'être adoubé chevalier de l'Ordre Lafayette pour service rendu à la langue française en Amérique du Nord. Donc ça, c'est un ordre qui est présent dans 12 pays à l'échelle internationale et qui vise l'ancrage de la langue française. Et donc, et surtout un ordre qui rend hommage à la figure du marquis de Lafayette, qui est considéré comme le héros de l'indépendance des États-Unis à côté de George Washington. Alors, quand j'ai été adoubé chevalier, puis maintenant officier de l'Ordre Lafayette, l'une de mes premières initiatives a été d'aider à mettre en place l'Ordre Lafayette Maroc, le premier du genre en Afrique et dans le monde arabe. Je pense que c'est et ça a été fait en juin 2018, première antenne de l'Ordre Lafayette en Afrique et dans le monde arabe. Alors, tout ça pour vous dire que chacun de nous, que ce soit Férouz, quand elle a pris à sa charge l'initiative de lancer l'ICERI, que ce soit Madame Touma à travers de SECOM, donc de ces SECOM, c'est-à-dire je suis convaincu que le Maroc demeure omniprésent dans leur action, peu ou prou, mais le résultat est là. Oui, نحن سفراء بدون أوراق اعتماد رسمية. Et puis, si je peux ajouter un Est-ce qu'on reconnaît un peu, est-ce qu'on reconnaît au Maroc ces efforts que vous faites? Est-ce qu'il y a du répondant au Maroc? Oui. Personnellement, j'ai été accueillie par le ministère de l'Immigration, par M. Bossov. J'ai participé au Salon du Livre, j'ai organisé des tables rondes. J'ai invité même des professeurs d'Ottawa, de Toronto et des chercheurs. Et nous avons organisé plusieurs débats, plusieurs conférences. Donc, oui. Et c'est un effort à faire encore. Si je peux faire une petite parenthèse, oui. En toute sincérité, normalement, à partir du moment où la relation est fusionnelle avec le Maroc, on ne s'attend pas nécessairement à une quelconque forme de reconnaissance. Vous savez, une reconnaissance, quelle que soit sa forme, elle fait plaisir. Elle fait plaisir parce que nous obtenons une reconnaissance de la part de notre pays d'origine. Ceci étant, moi, quand je mène une action visant à promouvoir l'image du Maroc, je ne m'attends pas nécessairement à quelque chose en retour. C'est-à-dire que ce sont des actions spontanées qui visent à faire connaître le Maroc à notre société d'accueil, mais sous des formes. J'ai donné pas mal de conférences sur le Maroc. J'ai même eu le plaisir de donner une conférence qui représente de 250 personnes. Ça m'a fait énormément plaisir, une conférence sur le Maroc, donc pour le compte des alliances culturelles. Et à chaque fois, nous avons même organisé, donc, je pense, à Laval, comme une sorte de. Oui, c'était une soirée marocaine à Laval qui a connu un succès assez avéré. Slima m'avait beaucoup aidé ce jour-là, donc je tiens à l'en remercier encore une fois. Et donc, ce sont des actions que nous faisons, de manière désintéressée, donc il n'y a pas cette, comment dirais-je, cette attente d'un retour sur investissement.
Absolument, absolument. Si je peux ajouter quelque Ma chose, question, c'est ma question, comme a dit monsieur docteur Harakat, on s'attend à rien du tout. Moi, lorsque j'ai accepté d'être ambassadrice du club des dirigeants au Maroc, qui compte 4000 entrepreneurs au Maroc et à l'extérieur du Maroc, et nous avons des ambassadeurs partout dans le monde, je n'y ai pas réfléchi par deux fois. C'est emmener l'investissement du Canada vers le Maroc. Basta. C'était ça mon objectif. En créant la plateforme Positiva Morocco, c'est hey, comment je peux transmettre des messages positifs aux Marocains d'ici, Marocains du monde et Marocains du Maroc. Il n'y a rien de calculé. Voilà, on fait quelque chose, on l'a fait du fond du cœur, de façon spontanée, et on ne s'attend à rien du tout. Ni merci, ni, oui, mais ni reconnaissance. quand vous faites un effort, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Quand vous faites un effort en tant que compétence marocaine et l'étranger, vous n'attendez pas surtout, vous ne devez pas vous attendre à des récompenses, mais à un suivi, un suivi, à avancer dans les projets, à des résultats concrets pour le pays. C'est dans ce sens que je pose ma question. Et moi, j'ai compris votre question parce que le suivi et l'accompagnement, c'est à travers cet accompagnement que nous pouvons réaliser nos objectifs. Parce qu'on joue un rôle d'interface. On joue un rôle d'interface. Et aussi, le fait de transposer l'expérience marocaine, c'est notre rôle. Et aussi, à eux aussi, de jouer le jeu et de bénéficier de ce que nous avons comme avantage, comme connaissances, compétences, etc. Donc, ça doit être réciproque. Ça veut dire une dynamique qui doit s'installer. Tout à fait. Alors, je vais faire référence à quelqu'un que vous avez très bien connu au Canada et au Québec, Madame Chrouni, qui était ambassadrice du Maroc au Canada, qui était avant d'être ambassadrice, ministre déléguée chargée des affaires des Marocains de l'étranger. Et depuis ce temps-là, il y a une quinzaine d'années, 20 ans, on lance des programmes, par exemple, pour les compétences. Alors, en tant que Mme Chrouni, on a lancé Fincom, et puis il y a d'autres ministres qui sont arrivés, ils ont lancé d'autres programmes. Je veux dire, est-ce qu'il y a un suivi à ces programmes-là? Est-ce que ces programmes ont donné des résultats? Ou est-ce que ça n'a... Bon, chaque responsable qui arrive propose des idées, finance des opérations sans résultat. Pour parler concrètement. Oui. Écoutez, juste pour que les choses soient bien claires, je peux dire que l'apport que l'on pourrait soumettre est plus ponctuel qu'autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire un apport ponctuel? Ça veut dire que, par exemple, je suis sollicité pour une action concrète. Hein? Donc, à ce moment-là, je n'hésite pas une seconde et j'apporte ma pierre à l'édifice dans la discrétion la plus totale et je m'éclipse. Jusqu'à ce qu'on sollicite une fois de plus mes services et à ce moment-là, je réponds présent sans me poser la moindre question. C'est-à-dire que, à titre personnel, je n'inscris pas mon action nécessairement dans la durée. Comme par exemple Madame Toumani, l'actuelle ambassadrice, ou c'est Fouzer Kadimeli, qui sont le consul général, avec qui ce sont des personnes tout à fait qui font honneur au Maroc, de par l'action qu'ils sont en train de mener, de par leur rigueur, leur professionnalisme. Donc, je tiens à rendre hommage au travail qu'ils sont en train d'accomplir. Et chaque fois que je suis sollicité par leur soin, je n'hésite pas une seconde, au même titre que pour ce qui est de Dar el-Maghrib, au même titre que les institutions marocaines qui relèvent du secteur privé ou semi-public, et là on ne va pas rentrer dans les détails, cela ne s'apparente pas à de la publicité. Mais tout ça pour vous dire que les actions peuvent s'inscrire dans la durée ou peuvent être ponctuelles. Et moi, je crois davantage en l'efficience de l'action ponctuelle que l'action durée et qui peut, ma foi, connaître plusieurs blocages en cours de route. Alors, le Maroc a lancé énormément de chantiers ces 10 dernières années, ces 20 dernières années. Je pense que vous le remarquez à travers vos voyages dans le pays, des chantiers colossaux. Alors, quelle image vous donne ce Maroc d'aujourd'hui? C'est un Maroc en perpétuelle amélioration, évolution, et nous sommes fiers de notre Maroc. Il faut juste
faire plus d'efforts. La Chambre de commerce ici à Montréal, par exemple, a un rôle viscéral pour transmettre l'expertise au Maroc et créer, comme je viens de dire, une certaine dynamique sur le plan aussi économique et même culturel. Parce que nous avons vu plusieurs centres de recherche maintenant parce que la recherche, il faut parler de l'importance de la recherche, surtout dans cette crise de Covid-là. On voit qu'il faut qu'on s'intéresse à mettre en place tout un budget juste consacré à la recherche scientifique. Donc, pour la relève, pour nos jeunes. C'est ça, je dirais que on aimerait bien avoir plus d'initiatives concrétisées dans le temps et dans la durée, surtout dans la durée. Surtout que vous avez à Montréal un espace magnifique qui est le centre culturel marocain, qui est un bijou architecturel et que très peu d'autres communautés peuvent se permettre le luxe d'avoir un centre de cette dimension. Nous avons travaillé avec M. Jafar Debber, l'ancien directeur du centre culturel, et c'était comme le centre, on dirait, il ne nous offre pas juste les locaux ou la logistique, mais aussi joue un rôle de la diplomatie culturelle. C'est-à-dire, il représente le Maroc et quand même mon institut, notre institut a fait hommage. Il y a beaucoup de bruit. Oui, il y a un micro qui est ouvert et je ne sais pas d'où vient ce bruit. Oui. Okay. Alors, juste pour le centre culturel, une petite anecdote. J'ai eu à discuter avec l'architecte qui a supervisé les travaux quelques mois avant son inauguration. Il m'avait confirmé que grâce à ce centre, il avait démissionné du cabinet d'architecture pour lequel il travaillait pour ouvrir son propre cabinet, parce que tous les Canadiens qui sont venus voir le centre ont commandé des petits salons marocains chez lui, et il m'a dit j'ai pour 14 ans de commandes en tant qu'architecte grâce à ce centre culturel marocain qui est un vrai bijou. Alors, il nous reste que quelques minutes. J'aimerais qu'on parle de l'avenir de la communauté marocaine au Canada. Comment vous voyez cet avenir, si Ismaël, vos enfants? Si vous voulez mon avis, moi je pense qu'il se présente sous les meilleurs auspices. Nous avons plusieurs figures de proue de la relève marocaine qui se feraient leur bonhomme de chemin de manière tout à fait admirable. Je cite, écoutez, nous n'allons pas entrer dans les détails, mais plusieurs noms me viennent à l'esprit. Nada Boumftah, par exemple, qui devait être avec nous ce soir. Un coup de femme tout à fait débordant, comme je vous ai dit, de compétences, de talent, de vitalité. Et qui est toujours là pour son pays, nonobstant, comment dirais-je, un facteur temps qui n'aide pas toujours. Hiba El Aïdi, qui fait partie de la jeunesse parlementaire du Québec et qui m'honore donc de faire partie de mon autre projet médiatique, Francomania, une revue scientifique francophone. Younes Boukalla, un Marocain qui est arrivé, qui est actuellement un élu municipal de la ville de Montréal, donc la ville Verdun-la-Salle, est arrivé à l'âge de 7 ans de Nador et qui maintient avec le Maroc une relation tout à fait extraordinaire. Écoutez, les noms ne manquent pas, nous n'allons pas dresser toute une liste de noms, de compétences, mais je peux vous dire que la relève de la vingtaine, nous parlons de jeunes qui sont dans la vingtaine, ils sont là pour donner toute la mesure de leur talent. Donc, je pense que le futur, il est d'autant plus porteur d'espoir que cette nouvelle jeunesse ne s'inscrit pas dans une dynamique de bisbille et de querelles intestines. Elle est mue par la volonté de promouvoir son pays. Elle est mue par, comment dirais-je, par le souci de s'épanouir individuellement et d'apporter un peu sa pierre à l'édifice pour que le pays s'en trouve tout à fait honoré. Alors moi, c'est l'aspect sur lequel je voulais insister. L'avenir est quand même porteur d'espoir et il y a tout lieu d'être optimiste. Madame Fayrouz? Oui, je confirme les propos de mon ami Ismaël. L'avenir porteur d'espoir, mais aussi il faut qu'on travaille plus sur la matrice familiale parce que le processus de filiation à l'enfant qui est l'avenir
doit être travaillée à travers les parents. On travaille la matrice qui veut dire tout un ensemble de repères, de codes, de valeurs qui composent notre identité culturelle, linguistique, etc. Donc, c'est tout un travail à faire et ce n'est pas évident parce que le système de valeurs, le système de référence, ce n'est pas le même. Donc, on trouve beaucoup de problèmes, une situation de vulnérabilité vécue par plusieurs jeunes, adolescents. Donc, pour qu'on puisse voir un avenir prospère pour les enfants, nos enfants, il faut vraiment qu'on travaille et sérieusement sur ce volet-là. Pour moi, le fondement de la personne sociale, l'école, la famille et l'État. Donc, on commence par la famille. Et puis, parce que parfois le problème réside dans la rupture. Il y a une rupture entre école, famille. Et la maman, qui est qantaratul hadarat, la maman, parfois, qui ne maîtrise pas la langue, trouve des problèmes de communication. Communication qui émane plusieurs sens, qui émane dialogue culturel, pensée, réflexion, croyance. Donc, c'est un sujet vraiment très épineux, peut-être à soulever dans d'autres débats, Inch'Allah. Madame Selma, à Bruxelles, je vais vous lancer sur une autre problématique. Les enterrements, est-ce qu'au niveau du Canada, les décès, est-ce que les corps restent au Canada ou est-ce qu'ils sont rapatriés au Maroc? Aujourd'hui, en Europe, il y a un vrai dilemme. Pourquoi? Parce que les parents veulent être enterrés au Maroc, les enfants ne veulent pas que leurs enfants soient enterrés au Maroc parce qu'ils veulent les avoir à côté d'eux. Je comprends totalement, mais il y a deux cas de figure dans le fond. Il y a ceux qui veulent que le corps de leurs proches soit rapatrié et ceux qui les enterrent ici. Nous avons des cimetières adaptés, nous avons celui de Laval, celui de Montréal, etc. Mais personnellement, je suis contre le fait de rapatrier un corps parce que je pars moi-même de mon expérience. Ma mère, sa tombe, elle est au Maroc depuis une vingtaine d'années. Et ben, c'est pas la tombe de ma mère que j'ai ramenée avec moi, mais ma mère, elle est dans mon cœur et dans mes souvenirs. Donc, je n'ai absolument pas besoin d'avoir un corps ou une tombe à côté de moi pour aller me recueillir. Il suffit de prier de loin, il y a une connexion à travers les souvenirs, etc., etc. Mais nous avons, comme je vous ai dit, deux cas de figure. Ceux qui veulent absolument tiennent à ce que les corps soient rapatriés. Et là, le consulat, il aide énormément concernant cette action. Il y a même des conventions signées avec Magnus Poirier, qui est une entreprise québécoise. Il y a aussi des associations qui s'occupent de ça, des associations de sépulture. Mais ce problème-là, je vous le dis, la solution est que tout le monde soit enterré là où il est mort. Pour moi. Ça, c'est mon point de vue. Ça économiserait parce que ça coûte quand même assez cher et il y a toutes des mesures à prendre. C'est une grande perte de temps et franchement, comme je vous ai dit, un corps, quand la personne disparaît, ce n'est pas son corps qui est le plus important, c'est les souvenirs qu'on garde. Voilà, c'est des questions qui se posent puisque bon, vous êtes maintenant à la deuxième, voire la troisième génération et ces questions commencent à se poser. Alors, le mot de la fin pour Smaïl Harakat. Je sais que vous êtes pratiquement tous les trois dans le domaine des médias et communication. Est-ce que là aussi, on a ce qu'il faut pour pousser, servir de locomotive à la communauté, ou est-ce que là aussi, il y a des divisions qui mettent des bâtons dans les roues? C'est les deux, tout simplement, dans le sens où les compétences… Donc, c'est partout pareil alors? Je dirais que incontestablement, la compétence, elle est là, la matière grise, elle est omniprésente et elle est palpable. Et tout à l'heure, nous avons soulevé le cas de ces Marocains qui parviennent à briller de mille feux, chacun dans son domaine de prédilection, surtout politiquement parlant, mais il n'y a pas que la politique, c'est pas, nous avons des hommes d'affaires, nous avons des personnes qui sont parvenues à gravir les échelons dans des institutions bancaires, le secteur privé. Bref, il y a de quoi être fier donc de certaines figures les plus représentatives de la communauté. Ceci étant, si vous me posez la question de savoir
est-ce que toutes ces, comment dire, ces volontés, ces compétences, ces talents, donc peuvent constituer une force de frappe commune? Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, ce n'est pas toujours le cas, et les mêmes divisions que l'on pourrait constater dans certains pays européens, eh bien, ces divisions, on les constate ici au quotidien. Mais écoutez, on ose espérer qu'avec l'évolution des mentalités, il y a de nouveaux jeunes, il y a une relève de plus en plus, comment dirais-je, qui est à des années-lumière de cette façon de penser, de cette façon de faire. Moi, je pense que c'est davantage le futur qui est porteur d'espoir à ce stade. Alors, nous avons réussi un miracle ce soir. Nous sommes pratiquement à 60 minutes pile d'émission. C'est la première fois que je ne déborde pas. Donc, je vous remercie. Les réponses étaient concrètes, étaient concises, étaient claires. Ce débat était, pour moi, en tant que journaliste, important, puisqu'il m'a apporté encore un peu plus de connaissances sur cette communauté que j'ai connue il y a 20 ans. Je vous remercie de votre présence, de votre amabilité, de la sincérité de vos réponses, et je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite. Et merci encore une fois à jeune Othman Bahsi qui était à la technique ce soir. J'espère qu'on se verra pour d'autres occasions, Inch'Allah. Merci encore une fois. C'est nous qui vous remercions, Sim Stafa.